Merci à vous de nous rejoindre dans l'édition de ce 12 octobre sur A12. Voici les titres du journal. Le gouvernement français menace de prendre ses responsabilités face à la persistance de la crise du carburant. Les protagonistes sont sommés de trouver un accord rapide. L'OTAN va renforcer son aide militaire à l'Ukraine après les bombardements de ce lundi. L'annonce a été faite à Bruxelles par le secrétaire général de l'organisation, Jens Stoltenberg. En Côte d'Ivoire, le nonce apostolique Monseigneur Borgia quitte le pays. Il rencontrait ce mardi le président ivoirien Alassane Ouattara. Je vous l'annonçais dans les titres, face à la persistance de la grève des salariés de Total et de Esso, ExxonMobil, la chef du gouvernement français, Elisabeth Borne, compte réquisitionner le personnel pour le déblocage des dépôts de carburant de ces entreprises au cas où les syndicats et leur direction ne parvenaient pas rapidement à un accord. Le blocage de plusieurs dépôts pétroliers se poursuit en France, entraînant toujours des pénuries de carburant dans de nombreuses stations-service. Les grévistes chez Total Energy et Esso ExxonMobil réclament des hausses de salaire face à l'inflation, tout en pointant les bénéfices colossaux réalisés par les groupes pétroliers. Alors que le mouvement s'éternise, le gouvernement a menacé d'intervenir pour approvisionner les stations. Je crois que dans une première étape, dans un premier temps, il faut laisser sa chance à la négociation. Une négociation de bonne foi et une négociation qui ne peut pas s'éterniser. Parce que nos compatriotes sont légitimement excédés, ils veulent une solution rapide, nous leur devons une solution rapide. Soit les négociations démarrent et aboutissent vite et les dépôts de carburant sont rouverts rapidement, soit nous utiliserons des autres moyens qui sont mis à notre disposition, y compris les réquisitions. Conséquence du blocage des dépôts pétroliers, de nombreuses stations-service sont fermées ou manquent d'un ou de plusieurs carburants. Quant aux stations ravitaillées, elles sont prises d'assaut par des automobilistes de plus en plus excédés, souvent obligés de patienter plus d'une heure pour faire le plein. Le chef de l'État bélarusse Alexandre Loukachenko annonçait ce lundi la formation d'une force commune avec la Russie. Ceci en réplique, selon lui, à l'entraînement de soldats bélarusses sur les territoires ukrainiens, polonais et lituaniens. Il agite la menace. Dans une mise en scène soignée, en présence de son état-major, le président biélorusse se dit prêt à déployer des troupes communes avec la Russie. Alexandre Loukachenko estime que son territoire est en danger. Des combattants s'entraînent en Ukraine, en Pologne, en Lituanie pour mener des sabotages, des actes terroristes et un soulèvement militaire dans notre pays. Cela devient une menace directe. La Biélorussie serait donc prête à entrer dans le conflit aux côtés de son allié Vladimir Poutine, actuellement en mauvaise posture, elle qui partage sa frontière sud avec l'Ukraine. Certes, Alexandre Loukachenko a permis à l'armée russe de stationner sur son territoire avant le début du conflit. Des centaines de missiles russes ont même été tirés depuis le sol biélorusse. Mais jusqu'à présent, prudent, le président n'a jamais franchi le pas d'impliquer son armée. S'agit-il aujourd'hui d'une véritable volonté de prêter main forte à son allié en ouvrant un front nord dans le conflit ukrainien ? Cela obligerait donc les Ukrainiens très probablement à quitter les efforts qui sont les leurs dans le cadre des offensives dans le sud et dans l'est, dans le nord-est du pays, à un moment où cette offensive ukrainienne marque des points. La Biélorussie n'a donné aucun détail sur le nombre d'hommes qu'elle comptait déployer, ni leur position. La Russie, pour l'instant, ne confirme pas cette stratégie commune. Et ces scènes filmées dans le métro de Kiev durant les bombardements lundi, des habitants ayant trouvé refuge dans le métro pour se mettre à l'abri des pilonnages de l'armée russe ont entonné des chants patriotiques dans l'hymne national ukrainien, des instants qui se vivent.
lendemain de la vague de bombardements sur l'Ukraine, l'OTAN réagissait ce mardi pour annoncer le renforcement de son aide militaire à l'Ukraine. L'annonce a été faite à Bruxelles par le secrétaire général de l'organisation Jens Stoltenberg. We will further increase the protection of our critical infrastructure in light of the sabotage of the protéger notre Nord Stream infrastructure pipelines. critique, notamment en raison And we du will step up sabotage and sur sustain our les support pipelines for Nord Stream, Ukraine. et nous allons renforcer notre soutien pour l'Ukraine, de sorte que l'Ukraine puisse continuer à se défendre et à libérer les territoires de l'occupation russe. L'Ukraine a le dynamisme nécessaire et continue de réaliser des gains significatifs, alors que la Russie a recours à des attaques horribles sur les infrastructures civiles et critiques. Le président Poutine échoue en Ukraine. Ses tentatives d'annexion, sa mobilisation partielle et sa rhétorique nucléaire représentent la plus grande escalade depuis le début de la guerre. Elle montre que cette guerre ne se déroule pas comme prévu. L'OTAN n'est pas partie à ce conflit, mais notre soutien joue un rôle déterminant. Les alliés demeurent alliés dans leur soutien à la souveraineté et à la défense de l'Ukraine. Le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Reznikov, sera parmi nous demain, à la fois au sein du groupe de contact dirigé par les États-Unis pour l'Ukraine et pour le dîner entre les ministres de l'OTAN. Ensemble, nous parlerons des besoins les plus urgents pour l'Ukraine. Je salue l'annonce récente par les alliés de livrer des systèmes de défense antiaérienne avancés et d'autres armes à l'Ukraine. Et je suis impatient de voir d'autres livraisons. Dans l'actualité au Proche-Orient, Israël et le Liban sont parvenus à un accord qualifié d'historique par le chef du gouvernement israélien Yair Lapid autour de la délimitation de leurs frontières maritimes. Cet accord négocié par Washington devrait permettre l'exploitation des gisements pétroliers dans la partie orientale de la Méditerranée. Ils sont finalement parvenus à trouver un compromis. Ce mardi, le Premier ministre israélien Yair Lapid a annoncé avoir conclu un accord historique avec le Liban portant sur la délimitation de leurs frontières maritimes. Depuis 2 ans, les États-Unis menaient une médiation entre les deux voisins officiellement toujours en guerre. Au cœur des négociations, d'importants gisements de gaz, ressources stratégiques cruciales depuis le lancement de l'offensive russe en Ukraine. 2 champs gaziers en Méditerranée orientale étaient convoités par les 2 États. Celui de Cana au nord revient ainsi aux Libanais et Karish au sud aux Israéliens. Le site de Karish va fonctionner et produire du gaz naturel. L'argent entrera dans le trésor public et notre indépendance énergétique sera assurée. Cet accord renforce la sécurité et l'économie d'Israël. Nous ne nous opposons pas au développement d'un autre champ gazier libanais dont nous recevrons bien entendu la part qui nous revient. Côté libanais, on se dit également satisfait de la version finale du texte. Le projet d'accord doit encore être officiellement validé. Le Premier ministre israélien prévoit notamment de convoquer une réunion du cabinet sécuritaire ce mercredi. Le Japon rouvre ses frontières après 2 ans et demi de restrictions dues à la pandémie de la Covid-19. Cette importante décision du gouvernement prise hier mardi vise à faciliter le retour en masse des touristes dans le pays. Pour des milliers de touristes, c'est la fin d'une longue attente. À partir de ce mardi, il est désormais possible de voyager à nouveau au Japon librement. Après 2 ans et demi de pandémie, de restrictions et de visas délivrés au compte-gouttes, pour beaucoup, c'est la libération. On se disait, c'est bon, on peut y aller. Et en fait, non. Cette fois, c'est la bonne, et non, toujours pas.
Et enfin, nous avons reçu la bonne nouvelle. Nous sommes vraiment très heureuses. Je viens d'Espagne. Nous sommes venus ici pour notre lune de miel, donc nous venons pour le tourisme. Nous attendions de venir au Japon depuis plus d'1 an parce que nous préparions le mariage. Et nous avons attendu la dernière minute pour prendre un billet pour venir. Nous sommes vraiment passionnés par ce pays. Pour les voyages d'affaires et touristiques, cours inférieurs à 90 jours et depuis une 60aine de pays, plus aucun visa n'est demandé. Toutefois, plusieurs mesures de prévention restent en place. Les visiteurs doivent être entièrement vaccinés ou avoir un test PCR négatif. Et de nombreux magasins et restaurants exigent toujours le port du masque. La contestation demeure toujours aussi intense en Iran. Près de 2 mois après la mort en garde à vue de Mahsa Amini, les travailleurs de certaines raffineries de pétrole ont également décidé de se joindre au mouvement. Image rare qui pourrait bien marquer un tournant dans la contestation iranienne. Des ouvriers du secteur pétrochimique font grève et crient « À bas le dictateur », un slogan directement adressé au guide suprême. 3 usines situées dans le sud du pays sont pour l'instant concernées, notamment celle d'Assalouye. Avec 1 millier de grévistes estimés, le secteur pétrolier, l'une des principales rentes du régime, pourrait pâtir de cette nouvelle donne. L'Iran reste un acteur important de l'OPEP et continue ses exportations d'hydrocarbures malgré les sanctions internationales. 4 semaines de contestation et une mobilisation qui ne faiblit pas malgré la répression qui a fait des dizaines de morts. Elle s'étend dans plusieurs villes et touche toutes les provinces du pays. Les femmes défient le régime en manifestant sans leur voile. À leur côté, les hommes, solidaires, dénoncent la corruption du régime. Ce lundi, les autorités ont pour la première fois ouvert la porte à un début de négociation. À tout le monde, à tous les groupes, à toutes les oppositions politiques, à tous les gens, s'ils ont des questions, s'ils ont des protestations ou des critiques, je suis prêt à en discuter. Ce fidèle est directement nommé par le guide suprême Ali Khamenei et demeure l'un des piliers du régime des mollahs. Sa prise de parole est abondamment commentée en Iran car elle montre, selon beaucoup, un début de fléchissement du côté de Téhéran. Mais certains se veulent prudents, attendent des actes concrets avant de mettre un terme aux manifestations. 5 Français au total sont retenus à l'heure actuelle en Iran, a annoncé mardi la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Jusqu'à ce jour, seuls 4 d'entre eux étaient officiellement reconnus par Paris. Je l'avais annoncé à l'Assemblée nationale il y a moins d'1 semaine. Ce sera validé au niveau ministériel lundi. Il y aura des sanctions nouvelles sur l'Iran visant les responsables de la répression. Par ailleurs, j'aurai cet après-midi, je le souhaite en tout cas, le ministre des Affaires étrangères iranien pour demander une nouvelle fois la libération immédiate de tous nos compatriotes qui sont retenus en Iran. Il y en a 5 actuellement. Sur le continent américain, la tension monte en Haïti avec de nouvelles manifestations qui ont éclaté ce mardi dans les rues de Port-au-Prince. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre la décision du gouvernement de faire appel à des forces étrangères pour juguler l'influence des gangs. Également, la précarité économique qui sévit dans le pays suscite la colère des manifestants. La tension reste vive en Haïti, toujours plongée dans une profonde crise économique, humanitaire et sécuritaire. Dans ce contexte explosif, le gouvernement haïtien a demandé à la communauté internationale l'envoi d'une force spécialisée armée pour lutter contre les gangs. Cette demande a provoqué la colère de ces manifestants qui refusent toute ingérence étrangère. Cette requête du gouvernement est un acte anticonstitutionnel, dit cet homme. C'est un acte contre l'État, contre la volonté du peuple haïtien, qui veut un pays libre où tout le monde peut manger, avoir des soins de santé et vivre comme des êtres humains. Le pays des Caraïbes vit depuis plusieurs semaines au rythme des manifestations et des pillages sur fond de pénurie de carburant. À cela s'ajoute la résurgence de l'épidémie de choléra qui a déjà fait une 15aine de morts depuis le début du mois.
En Guinée, le tribunal chargé de juger l'ex-président Moussa Dadis Camara et une dizaine de ses co-accusés pour le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry a décidé lundi de prolonger son placement en résidence surveillée. Cette décision, vraiment, elle n'est pas conforme à la loi. Nous avons demandé la résidence surveillée. Ce sont des questions qui auraient pu être accueillies favorablement. Mais nous avons compris que le tribunal est rentré en rejet systématique de toutes nos demandes. Déjà, nous devons être sur nos gardes. Parce que la décision qui est intervenue, déjà, nous donne à réfléchir. Nous sommes entièrement satisfaits de cette décision puisqu'il faut rétablir l'équilibre entre les accusés. Donc nous pensons que sa mise en détention se justifie par l'article 252 et que de ce point de vue, il doit venir au tribunal en tant que prisonnier pour qu'il soit jugé conformément à la loi et en présence de tous les autres co-accusés. Au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno a été investi hier mardi 11 octobre président de la transition et ce pour une durée de 2 ans. Il compte former un gouvernement d'union nationale dans l'urgence. Le général devenu président pour la 2e fois. Mahamat Idriss Déby Itno est désigné président de transition. L'investiture est le début d'une 2e phase de transition de 24 mois. Les autorités disent vouloir mener des élections à la fin de cette période et rendre le pouvoir à un gouvernement civil. C'est lors du dialogue de réconciliation nationale qu'il a été décidé que Mahamat Déby pourrait se présenter. Avec des pouvoirs élargis, le président peut choisir directement son Premier ministre et son gouvernement, ce qu'il a promis de faire prochainement. La 2e phase de transition que nous entamons sera pleinement consacrée à la mise en œuvre des conclusions du dialogue national inclusif et souverain et à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Mahamat Idriss Déby, 38 ans, est à la tête du Tchad depuis le décès de son père Idriss Déby Itno en avril 2021. Idriss Déby était l'homme fort du pays pendant plus de 30 ans. La junte militaire avait alors déclenché une première période de transition il y a 18 mois. À l'époque, Mahamat Déby a promis de prendre exemple sur son père. Ces valeurs si chères à notre défunt président seront éprouvées et sanctuarisées dans le cadre d'un dialogue national inclusif qui sera organisé pendant cette période de transition. L'investiture a été boycottée par la majorité de l'opposition politique. Des représentants de l'Union africaine ont aussi été absents après avoir exigé la fin de la période de transition. Les représentants de la France et l'Union européenne, quant à eux, étaient présents. Les témoignages se multiplient au Burkina Faso 2 semaines après l'attaque de Gaskindé survenue le 26 septembre dernier. Les transporteurs victimes de l'attaque sont certes traumatisés, mais la plupart restent persuadés de la nécessité de continuer à livrer les marchandises aux populations de Djibo sous blocus des mouvements djihadistes. Les Burkinabés sont inconsolables depuis l'attaque meurtrière de Gaskindé. Plusieurs militaires tués ce jour-là n'avaient que 20 ou 25 ans. Leur disparition plonge la nation tout entière dans un moment de deuil et de détresse. Nous sommes très tristes par rapport à ce qui s'est passé avec la perte de nos fils et nos petits frères. Nous sommes dans l'insécurité. C'est une grande douleur pour nous d'être témoins de ce crime. Les transporteurs du convoi humanitaire ont également subi des pertes humaines à Gaskindé. Ils étaient 10 au total, selon le gouvernement. Nous avons entendu des tirs, nous nous sommes réfugiés sous le véhicule et nous avons réalisé qu'il commençait à prendre feu. Nous n'avons jamais retrouvé beaucoup de nos collègues. Nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus, nous ne pouvons même pas les enterrer correctement. Les conducteurs se sont promis de servir et protéger les populations vulnérables. Pour eux, leur travail est un acte de résistance contre le terrorisme, mais ils ont besoin de sécurité. Nous voulons seulement que les autorités du pays travaillent concrètement avec nous les chauffeurs. Parce que l'axe Djibo et Kongoussi-Djibo, nous on le pratique avant même que les terroristes n'y arrivent. Le Burkina Faso a déjà perdu 40% de son territoire sous l'influence des terroristes. Les convois humanitaires font régulièrement l'objet d'attaques dans les zones à risque. La semaine dernière, c'est par voie aérienne que les militaires ont pu fournir des ressources alimentaires aux habitants de la ville de Djibo.
En fin de mission en Côte d'Ivoire, le nonce apostolique Monseigneur Paolo Borgia a fait ses adieux mardi au président ivoirien Alassane Ouattara au palais présidentiel. Monseigneur Borgia a salué à sa sortie d'audience l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Fin de mission en Côte d'Ivoire pour Paolo Borgia. Le nonce apostolique s'est rendu ce mardi au palais présidentiel pour faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. Pour Paolo Borgia, cette rencontre se présente comme une opportunité en vue d'évoquer avec le président de la République l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Et le nonce apostolique d'indiquer que la récente visite officielle du chef de l'État ivoirien au Vatican en est un pas décisif. La visite de son Excellence Ouattara au Saint-Père, c'est le signe de bonnes relations, de l'excellente relation entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Et nous avons parlé aussi des rapports entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire, et aussi de la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Église catholique, la collaboration dans différents domaines. Je les remercie pour l'appui à l'Église catholique et à ses initiatives, et j'ai aussi assuré au président la disponibilité du Saint-Siège et de l'Église catholique à collaborer toujours plus dans les domaines qui sont chers soit à la Côte d'Ivoire, soit au Saint-Siège, que c'est le développement humain intégral, le bien-être et la paix en Côte d'Ivoire. Paolo Borgia quitte la Côte d'Ivoire après y avoir passé 3 années. Sa prochaine destination annoncée est le Liban. En sport, Manchester City et le Real de Madrid sont qualifiés pour les 8e de finale de la Champions League après leur match nul respectif face à Copenhague et le Shakhtar Donetsk. C'est donc terminé pour l'édition de ce mercredi. Rendez-vous demain avec Stéphanie Parra pour les différents bulletins d'information. D'ici là, portez-vous bien et continuez à suivre les programmes de A12, la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs.